Nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet qui m'atteint particulièrement. Il s'agit de la phobie de l'abandon. Encore une fois, ce format de vidéo est un format podcast. Vous pouvez l'écouter, il n'y a pas besoin de regarder l'image, voilà. Je voulais parler de phobie de l'abandon. Pourquoi ? Parce que, comme dit, c'est un sujet qui m'atteint beaucoup. Notamment parce que j'ai le trouble borderline. Comme je vous l'avais expliqué dans une ancienne vidéo en fait. J'avais fait toute une vidéo un peu dans ce type de format-là pour parler de mon trouble borderline. Et il faut savoir que la phobie de l'abandon, c'est un peu une sorte de symptôme qui est extrêmement courant dans le trouble borderline, qui est aussi un trouble qui touche plein de personnes. Donc voilà, si jamais vous en faites partie en écoutant cette vidéo, vous n'êtes pas seul et on va parler de tout ça aujourd'hui. La sponsor du jour, c'est la marque Pomelo & Co. Vous connaissez mon amour pour les produits Pomelo, j'en ai énormément, voilà. C'est ma marque de cheveux préférée tout simplement. Pourquoi je vous en parle maintenant ? Parce que on arrive à grands pas à Noël. Noël c'est la semaine prochaine. Donc il fallait absolument que je vous en parle parce que en fait ça peut faire un super cadeau de Noël de dernière minute. Que ce soit pour vos proches ou pour vous-même. Si jamais vous avez envie de vous faire une routine capillaire pour avoir des cheveux en meilleure santé, qui brillent plus, etc. Je sais que moi ça fait à peu près un an, un peu plus d'un an que je suis dans cet aspect-là de prendre soin de mes cheveux, de les laisser repousser. Voilà, mes cheveux naturels m'arrivent à peu près à là, en carré. Tout le reste, c'était décolorant en dessous, bref. Et vu que j'ai arrêté les décolos et tout, je me suis dit, je vais vraiment prendre soin de mes cheveux. J'ai envie de les laisser pousser, faire leur vie et tout. Donc, ce sont des produits qui m'ont énormément aidé. Notamment la gamme Peach, par exemple ça c'est le masque Peach Colada, j'en ai presque plus, il est vraiment vide. C'est ma gamme préférée en fait, c'est mon masque préféré pour les cheveux, il est hyper nourrissant, il sent bon le pina colada, ça vous rend les cheveux brillants, etc. Et puis c'est super à mettre du coup sur vos cheveux, vos cheveux en fait avant de vous les laver. Vous laissez poser ça 30 minutes et ça vous fait des cheveux de dingue après la douche. Évidemment en sortie de douche, j'utilise toujours le sérum Peach Gloss. Comme son nom l'indique, il vous donne un effet glossé à vos cheveux, ça vous les rend brillants, tout doux, qui sentent bon, enfin bref, ce sont des produits que j'adore. Et sachez que si vous commandez avant le 18 décembre c'est demain, vous pourrez recevoir votre colis Pomelo avant Noël, donc c'est pour ça que je vous en parle maintenant, c'est vraiment genre là en fait. Et j'ai évidemment un code promo comme à chaque fois avec Pomelo puisque maintenant ça fait un moment qu'on travaille ensemble et avec le code péculiar YT vous aurez 60% de réduction sur tout le site, donc c'est une promo qui est énorme. Profitez-en pour vous faire plaisir pour Noël, pour les fêtes, pour vos proches, peu importe. Vous aurez aussi un masque Vanilla Boost offert dès 49€ d'achat. Donc pour rappel, les masques ce sont ce format-ci, voilà, en petite gourde. Donc je vous invite fortement à aller sur le site de Pomelo, je vous aurai mis le lien en barre d'infos. Et n'hésitez pas à faire vos petits achats de Noël très rapidement. Voilà, bisous. Premièrement, définition de la phobie de l'abandon. Alors, je vais vous lire tout simplement ce que j'ai trouvé sur internet. Cette phobie de l'abandon se traduit par de nombreux signes: angoisse, manque de confiance en soi, instabilité affective, angoisse de séparation, peur d'être rejeté, crise de panique, etc. La phobie de l'abandon se traduit souvent par un sentiment de ne pas être aimé et elle peut conduire à des mises en danger, des TCA, donc troubles du comportement alimentaire, des dépressions, notamment chez les borderline, voilà, et cela peut faire perdre contact avec la réalité. Bon, pour l'instant c'est assez vague. Je viens juste de vous décrire à quoi ça peut ressembler la phobie de l'abandon. Et concrètement, ça donne quoi ? Bien, pour vous parler de tout ça, je vais d'abord vous parler de mon vécu. Déjà, je vais vous faire un petit topo de tout ce que j'ai pu faire en fait qui traduisait d'une forte phobie de l'abandon et qui ont été les signes en fait pour que je puisse poser un jour ces mots-là en thérapie. Je vous expliquerai un petit peu mon parcours, mon enfance, etc. et comment ça a évolué jusqu'à maintenant. Mais voilà, pour vous donner quelques petits exemples. Bon, déjà, j'ai cette phobie de l'abandon depuis toute petite et je pense qu'elle s'est développée lorsque j'ai déménagé petite étant enfant. On est passé de vivre dans le sud de la France à Antibes pendant 7 ans. J'ai fait en fait mes 7 premières années là-bas à déménager dans le nord. Et en fait, c'était un grand déménagement vu qu'on est passé du sud au nord. Donc, on a habité pendant quelques temps, mon frère, ma soeur et moi, chez des personnes. Et ça s'est très mal passé. Je suis passée d'avoir une famille, on va dire, à peu près, enfin pas forcément normale, il y avait quand même des soucis et tout, mais ça allait. Et je pense que je n'avais vraiment pas encore cette phobie de l'abandon aussi exacerbée à ce point-là que suite à cette séparation en fait, parce que ça a vraiment créé une coupure entre mes parents et moi. Ça a un peu tout disloqué dans ma vie, dans ma tête. Il s'est passé plein de choses qui ont fait que ça m'a brisé en plein de petits morceaux à l'époque. Petite analogie pour faire un clin d'œil au TDI, le trouble dissociatif d'identité, bref. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais voilà, en fait, c'est suite à ce grand déménagement-là qu'il y a eu un avant et un après. Et donc, après ce déménagement,
qu'est-ce que j'ai pu faire concrètement comme action, geste, parole, pensée, peu importe, qui traduisait de cette phobie-là. Je sais plus si c'est une anecdote que j'avais déjà racontée ou pas, mais il me semble bien que oui. Il y a eu un moment, un jour, où je devais avoir peut-être 12-13 ans. J'étais seule à la maison et je détestais être seule à la maison. J'en avais très très peur. Mais en fait, il me semble que ma mère m'avait déposée ou je sais plus qui, enfin bref. Et m'avait dit de toute façon, papa il rentre dans 20-30 minutes, donc tu seras 20-30 minutes toute seule à la maison. Je m'étais dit bon, 20-30 minutes c'est gérable. Moi par exemple j'avais très peur de ne pas avoir les clés en fait de la maison où j'étais, enfin de l'appartement où on était, parce que je me disais si je suis enfermée seule sans les clés, comment je vais faire pour m'échapper s'il y a le feu, s'il y a quoi que ce soit en fait. Donc voilà, j'ai commencé à me sentir un peu claustrophobe en fait et à angoisser. C'est des angoisses que j'avais depuis toute petite et qui ont commencé du coup lorsque j'habitais chez ces personnes-là, comme je vous le disais, lors du déménagement quoi. Parce qu'il s'est passé certains événements en fait qui ont fait que ça m'a trigger toute ma vie ce genre de truc et voilà, c'est encore quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, bref. Et en fait... 20 minutes passent, 30 minutes passent, 40 minutes passent, 1 heure passe, mon papa n'est toujours pas là. Je commence à avoir des bouffées d'angoisse, je me dis mais comment je vais faire? Et là je perds un peu contact avec la réalité, c'est-à-dire que mes pensées intrusives sont devenues vraiment obsédantes et ont un peu remplacé ma réalité quoi. Parce que je me disais bah en fait ça y est, papa est mort, il a eu un accident sur la route, il ne viendra jamais, il ne se rendra pas compte que je suis toute seule, il va y avoir le feu à la maison pendant ce temps-là. Qu'est-ce que je fais? Je saute par la fenêtre. Et je regarde par la fenêtre, parce que je me dis en fait il va falloir que je saute, mais c'est quand même très haut là où on habite. Et je vois en fait 2 copines à moi du quartier qui passent et en fait j'ouvre la porte et vraiment j'ai ce truc de en mode aidez-moi s'il vous plaît et tout. Et elles me regardent en mode coucou ça va et tout, enfin tu veux sortir avec nous et tout. En fait elles allaient à la piscine, elles m'ont dit ouais tu vas aller à la piscine avec nous. Et j'étais là en mode non il n'y a pas mon papa et tout. Et c'était là en mode ah mais ça va. Et j'ai dit non mais vous l'auriez pas vu par hasard. Enfin bref, la panique. Et j'ai vraiment prétendu que tout allait bien mais je pense que ça se voyait que ça n'allait pas. Et après elles sont parties et je me suis dit mais... Et je me rappelle, j'avais le cœur qui battait et tout, j'étais à 2 doigts de sauter. Tellement, dans ma tête, c'était réel en fait, tout ce que j'imaginais. Et là, mon père est arrivé, donc avec 1 demi-heure de retard, sachant qu'entre temps, j'avais appelé ses collègues et tout machin, qui me disaient, mais non, il est parti depuis un moment, donc ça avait encore plus nourri mes angoisses. Et il est arrivé et j'ai fondu en larmes en fait. D'abord je l'ai engueulé, j'étais en mode mais papa t'avais dit que tu rentres à telle heure et tout machin. Et j'ai explosé, enfin vraiment c'était quelque chose, voilà. Donc ça c'est un des nombreux exemples que j'ai vécu en fait à cause de cette phobie de l'abandon. Pareil quand mon père sortait le soir, cette phobie de l'abandon elle est beaucoup accrochée à mon père. Mais ouais quand mon père sortait le soir voir des amis et tout, même s'il y avait ma mère, mon frère et ma soeur à la maison, j'avais une boule d'angoisse dans le ventre qui était horrible et je connais cette sensation là depuis que je suis toute petite. Et je me rappelle du coup un nombre incalculable de nuits où je restais tard le soir devant la télé alors que tout le monde était couché à regarder les programmes en fait de dessins animés. Et en fait ça me rassurait de regarder des dessins animés parce que je voyais des familles avec genre le papa, la maman et tout, des petits personnages etc. Et ça me rassure en fait, je m'imaginais être l'un de ces personnages là qui avait ses parents en fait, enfin mais déglingos, vraiment déglingos du cerveau. Mais voilà, c'est quelque chose qui me rassurait et qui faisait un peu de taire cette boule d'angoisse. Et ce qui était horrible c'est que quand il se faisait vraiment très tard, et bien très souvent sur les chaînes de dessins animés il y a un programme de nuit qui s'affiche et les dessins animés reprennent que dès 6h du matin. Et donc je sais pas, peut-être de 3h du mat ou 2h du mat à 6h du mat il y a plus de dessins animés, c'est juste un truc qui tourne en continu, enfin bref une animation qui tourne en continu. Et je me rappelle que dès que ce moment arrivait c'était ma pire angoisse parce que je me disais mais comment je vais faire pour rester toute seule et tout, enfin bref j'étais capable de dormir dans l'entrée, genre devant la porte d'entrée comme un chien jusqu'à que mon père arrive, enfin mais une catastrophe vraiment. Dernier petit exemple de la façon dont ma phobie de l'abandon s'est déclarée. Ça c'est une anecdote qui date du lycée, donc comme quoi pour vous dire ça a vraiment marqué toute ma vie. Et bien c'était quand j'étais du coup au lycée, j'ai développé énormément d'angoisse, j'avais un taux d'absentisme qui était exponentiel, vraiment c'était catastrophique. Je travaillais très bien ma foi, mais beaucoup trop d'angoisse liée au lycée, de phobie scolaire etc. Donc j'ai commencé à faire énormément de crises d'angoisse, une phobie scolaire, des suivis, etc. Donc suivi psychologue, etc. Je suis tombée en dépression aussi au lycée, dans des addictions, enfin voilà, plein de trucs un peu hard. Bref, c'est un sujet pour une autre vidéo. Et donc, les moments qui étaient le plus dur pour moi au lycée, c'était les salles de DS. Alors, je sais pas si c'était comme ça dans votre lycée, mais moi, en fait, on avait des salles des DS toutes les semaines, tous les mercredis, il me semble. Et en fait, on était tous réunis, donc tous les gens du même promo, donc tous les premières, tous les terminales, voilà, réunis dans une immense salle avec toutes les classes en fait, donc la première 1, première 2, etc., etc. Bref. Et en fait c'était un moment qui était hyper angoissant pour moi. Je sais pas pourquoi, mais c'était super angoissant en fait. Bah en fait, encore une fois, ce sentiment de claustro. En plus moi je suis hémétophobe et je faisais
énormément de crises hémétophobes à cette époque, mais des grosses crises, c'était vraiment horrible. Et donc au moment où je m'installais devant ma copie, entourée de tous ces gens dans le silence et tout, je commençais à paniquer, à suffoquer, j'avais des sueurs, je tremblais, mais j'étais capable de trembler comme ça. Je voyais trouble, j'avais tout qui tourne autour de moi, et en fait c'est des symptômes en fait qui ressemblent un peu à quand tu vas t'évanouir parce que tu vomis ou j'en sais rien, donc ça m'angoisse encore plus. Et en fait c'était simplement mes symptômes de crise d'angoisse à moi, c'était d'arriver au malaise en fait, je faisais des malaises. Un truc qui était assez fou, et je m'en étais rendu compte, et je me rappelle, mais comme c'était hier, où je me suis dit mais tu es folle Christina, tu es complètement folle. C'est que à chaque fois une de mes profs passait dans les rangs, en fait c'était nos profs qui nous surveillaient, passait dans les rangs, et qu'elle passait juste à côté de ma table, d'un coup, tous les symptômes disparaissaient, mais pendant les 2 secondes où elle passait près de ma table, et puis tout reprenait au moment où elle venait de passer à côté de ma table. Enfin, un truc de folie. En fait, j'avais un besoin d'accroche, notamment à certains profs qui étaient très maternels, voilà. Du coup, j'avais tellement d'angoisse et tout, et ça m'a rassurée d'avoir leur présence, parce que c'était des gens qui me rassuraient, me faisaient du bien en cours, que j'appréciais énormément, qui étaient super intéressants, et qui avaient une aura en fait très rassurante, qu'au moment où ils passaient près de ma table, tout ce qui était tremblement, je voyais trouble, je suffoquais, l'envie de vomir, etc. Ça disparaissait à la seconde où il passait ma table, et après tout reprenait. Et je me rappelle m'être dit, mais tu es folle. Genre, quand j'ai compris pourquoi ça me faisait ça, et en fait c'était parce que ma prof venait et allait, que c'est pour ça que mes symptômes baissaient puis augmentaient d'un coup. Et j'étais là en mode, mais c'est quoi ton problème? Est-ce que c'est ça les mommy issues? Oh là là. Donc voilà, un mélange de mommy issues, daddy issues, phobie de l'abandon, trouble borderline, c'est catastrophique. Voilà, j'ai eu un parcours un peu bancal. Mais bon, du coup je vous ai fait un petit topo de comment ça s'est déclaré chez moi. Maintenant on va parler de pourquoi en fait ça se déclare. Qu'est-ce qui trigger cette phobie? Parce qu'il y a bien une racine en fait à tout ce problème. Ça ne sort pas de nulle part. Très souvent ça vient de l'enfance, voilà, comme à peu près tous les problèmes dans le monde. Enfin, l'enfance et le patriarcat. Mais pour cette phobie-là, il s'agit surtout de l'enfance dont on va parler. Donc, qu'est-ce qui peut trigger cette phobie de l'abandon? Premièrement, un manque d'attention et d'affection, qu'il soit réel ou ressenti. Donc, ça veut dire que même si l'enfant ressent un manque d'attention, d'affection, etc., alors qu'en vrai, par exemple, les parents vont quand même lui en donner, mais si lui se ressent vraiment, il y a une partie de lui qui sont rejetés ou je sais pas, enfin peu importe, ça peut trigger potentiellement cette phobie-là ou certains symptômes en tout cas. Évidemment, la maltraitance physique, psychologique, voilà. Évidemment, un parent absent peut déclencher cette phobie de l'abandon. On voit très souvent le cas, par exemple, quand le papa ne fait plus partie du schéma familial de l'enfant. Ça peut être un père, mais aussi une mère, enfin peu importe. Ou la perte d'un parent ou d'un proche. Voilà, ça peut déclencher cette phobie de l'abandon. C'est une liste non exhaustive, évidemment. Désolée si j'ai le nez bouché, du coup je fais que éternuer depuis tout à l'heure. Je suis tombée sur une phrase qui était très intéressante et que je trouve très vraie, ma foi. En tout cas, je m'y suis beaucoup identifiée. C'est celle-ci: si la détresse de l'enfant passe inaperçue, elle peut le conduire à culpabiliser. Je suis responsable de la situation, je ne mérite pas d'être aimée, etc., etc. Et c'est vrai que, franchement, j'ai relate à cette phrase-là, parce que je me rappelle petite que, quand j'ai vécu ce déménagement-là et qu'on a habité chez ces personnes avec mon frère et ma soeur, je n'ai pas parlé de ce qui se passait en fait là-bas à mes parents. Parfois mes parents rentraient, enfin particulièrement mon père, passait une nuit là-bas puis il repartait sur la route et tout. Et je me rappelle dans cette nuit-là, je passais la nuit à me dire: est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis? Mais je n'arrivais pas à dire en fait ce qui se passait pour moi. En fait, j'enfouis tout ça en moi et du coup personne ne le voyait, il ne pouvait pas deviner, c'est pas de sa faute. Il aurait jamais pu deviner, voilà, tout ce qui se passait, comment je me sentais, etc. Et tout ce que j'arrivais à dire, c'est: je t'en supplie papa, je t'en supplie, reste avec nous, emmène-moi avec toi, j'en peux plus et tout. C'est tout ce que j'arrivais à dire, mais pour lui, en fait il me rassurait, il me disait: mais non mais Christina, t'inquiète pas, ça va aller, ce sera bientôt fini et tout. Pour lui ça voulait juste dire: voilà, mes parents me manquent, je vais être avec mon papa et c'est tout. Sauf qu'en fait non, c'était vraiment une détresse psychologique qui était énorme. Et vu que personne ne l'a remarqué pendant des années et des années, j'ai vachement enfoui ça en moi. Et c'est vrai que petite, je me rappelle que je me disais: en fait je mérite de pas être aimée, je mérite cette situation. Je me faisais beaucoup culpabiliser. Je me disais: mais si je subis ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi en fait. Parce que quand on a un enfant, on n'a pas le recul nécessaire pour se dire: c'est peut-être de la projection, c'est peut-être que cette personne-là a reproduit ce qu'elle a vécu dans son enfance, bien que ce soit traumatisant. Elle ne sait gérer ce problème-là qu'en le reproduisant. Non, quand on est petit, on se dit: s'il me traite comme ça, c'est que j'ai fait quelque chose de mal et j'ai fait quelque chose pour le mériter. Donc bref, encore plus quand des adultes te sortent des phrases qui rentrent totalement dans ce truc-là. Moi j'ai déjà reçu des phrases en mode mais de ma propre famille, qui me disaient, donc ces personnes-là chez qui je vivais, qui me disaient: mais tes parents ils t'ont abandonné, ils reviendront jamais, pourquoi ils viendraient venir te voir, enfin pourquoi ils viendraient te chercher, personne ne t'aime, enfin. Et
pour eux c'était peut-être des blagues ou j'en sais rien, je sais pas ce qui se passait dans leur tête pour se dire c'est ok de dire ça à une petite de 6-7 ans, mais pour moi c'était 100% réel, je pleurais, j'étais là en mode mais mes parents ça y est m'ont abandonné, même pas, et c'était que des trucs comme ça où on m'enfermait et tout, enfin bref, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais en fait c'est des personnes qui savaient très bien ce qui me faisait peur et ce qui me faisait mal, notamment le fait d'être enfermée, de pas pouvoir m'échapper et tout, et je sais que c'est pour ça que j'ai encore ces peurs-là alors que j'ai 23 ans, parce que quand j'étais petite à 7 ans on m'avait fait subir tout ça. Et mine de rien, ça a eu un impact énorme puisque ça fait 20 ans que je vis avec ça quoi. D'ailleurs, je viens de me souvenir de quelque chose qui ne s'est passé qu'une fois dans ma vie, et c'est quand même, je pense, un énorme signe en fait que ça n'allait pas. C'est que du coup, chez ces personnes-là, quand j'étais petite, j'ai été incontinente et j'ai fait pipi au lit. Et en fait, ça peut passer inaperçu quand on est enfant parce qu'on se dit bon bah voilà, ça arrive tout le temps aux gosses de faire pipi dans le lit, mais non, l'incontinence, ça peut être un fort signe à ne pas sous-estimer chez un enfant ou même plus tard en fait, chez un ado, chez un adulte. L'incontinence, ça peut être le signe d'un gros traumatisme, d'un trauma quoi, et quelque chose qui ne va pas. En fait, il y a un mal-être qui n'est pas exprimé, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, et le pipi au lit, ça peut être un énorme signe à prendre en compte. Je connais par exemple quelqu'un qui a fait beaucoup d'incontinence dans sa vie et ça a été notamment lié à la perte d'un proche et donc ça s'est répercuté comme ça. C'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et c'est vrai que j'ai ce souvenir là petite et ça ne m'est arrivé que, que là-bas en fait. Et en plus bon, la réaction des personnes qui s'occupaient de moi c'était de me frapper. Super. Voilà. Donc voilà, ne n'agissez pas comme ça quand un enfant ou un proche adulte ou peu importe est incontinent au lit, ce n'est pas la honte, c'est vraiment quelque chose d'alarmant, vraiment. J'aimerais qu'on aborde les signes chez les adultes de la phobie de l'abandon, car chez un enfant, on vient de passer par tous les schémas de l'enfant et tout, on vient d'en parler, ça peut être plus ou moins visible. Chez un adulte, par contre, comment ça se manifeste? Parce que c'est vrai que quand on grandit, on apprend certaines choses, on acquiert certains mécanismes, etc. Et du coup, cette phobie de l'abandon, elle peut être un peu effacée, un peu cachée dans l'ombre, mais il y a certains signes qui ne trompent pas. Alors, j'ai pu trouver sur internet, et c'est aussi ce que j'ai pu constater dans la réalité, qu'il y a deux profils qui se distinguent chez les adultes qui ont une phobie de l'abandon. Premier profil, ceux qui entrent régulièrement dans des relations, qui ont du mal à être seuls en fait, et qui vont vivre énormément d'angoisse dans ces relations et ne pas oser mettre fin à ces relations-là. Des angoisses notamment de perdre la personne, voilà en fait. Donc il va y avoir vraiment y avoir une forte accroche, une forte dépendance affective due à cette phobie de l'abandon. Moi, c'est cette catégorie de personnes dont je fais partie, voilà, c'est comme ça que je vis ma phobie de l'abandon. Et il y a un autre type de profil de gens qui ont cette phobie. Ce sont ceux qui préfèrent éviter ou se désinvestir des relations et voire même auto-saboter leurs relations parce que dans leur tête, quitter une relation et y mettre fin ou la saboter, en fait c'est toi qui as mis fin, c'est pas la personne qui t'a abandonné. Donc ça ne trigger pas ta phobie de l'abandon. C'est pas toi qui vas te faire jeter, donc tu ne vas pas en souffrir. Donc pour ne pas souffrir, c'est toi qui dois jeter la personne, c'est toi qui dois te désinvestir de la relation, de t'auto-persuader que la relation n'est pas faite pour toi, parce que dans ton cerveau, inconsciemment, il se dit je suis safe, je n'ai pas été quittée, je n'ai pas été abandonnée en fait. Donc ce sont deux types de profils très différents mais qui sont reliés par un peu la même cause et qui sont très sûrement tous les deux difficiles à gérer, qui ont leurs propres difficultés et tout, bref. Moi je ne pourrais m'exprimer que pour le premier profil parce que c'est comme ça que j'ai toujours agi dans ma vie, mais je connais énormément de personnes dans mon entourage qui sont plutôt du deuxième profil. J'ai un peu l'impression que c'est du 50-50 en fait. Maintenant qu'on a pu distinguer ces deux profils, quels sont concrètement les symptômes, les signes de la phobie de l'abandon chez l'adulte? Peut-être que vous vous reconnaîtrez dans certains de ces signes-là ou certains de vos proches, je ne sais pas. Premier signe, les people pleaser. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Les gens qui veulent tout le temps plaire aux gens, faire des actions pour eux, tout le temps dire oui à tout, parce qu'ils ne savent pas dire non, parce que voilà, en fait, c'est un signe tout simplement. Ce n'est pas sain de dire oui à tout et pour tout le monde. C'est très important de se prioriser quand même soi-même et d'être un petit peu égoïste. Quand je dis égoïste, ça veut pas dire penser qu'à sa gueule et faire du mal aux gens. Non, être égoïste, avoir un minimum d'ego, c'est quand même crucial pour pouvoir se protéger, se protéger soi d'abord avant d'essayer de protéger les autres. C'est quand même super important parce que si on n'est pas protégé soi-même et qu'on ne prend pas soin de nous-mêmes, comment est-ce qu'on pourrait prendre soin des autres? Il faut commencer par soi d'abord. Autre signe chez l'adulte, les relations dysfonctionnelles, déséquilibrées. Donc sortir tout le temps avec de nouvelles personnes et être tout le temps avec des personnes toxiques, avoir tout le temps des amitiés où ça finit mal, etc. etc. Ça peut correspondre un petit peu au deuxième profil dont on a parlé tout à l'heure, mais en soi ça peut aussi arriver avec les premiers profils comme les miens parce que on peut être étouffant pour d'autres personnes. La dépendance affective, le fait d'avoir cette phobie de l'abandon là, si elle n'est pas traitée, soulagée un petit peu et qu'on va pas un peu creuser dans les traumas et notre enfance etc. pour soulager tout ça, on peut faire vivre un enfer
à nos partenaires. Donc dans les deux cas ça peut être compliqué. Pour la personne qui le vit, évidemment que ça l'est, mais aussi pour la personne en face, ça peut des fois être compliqué, notamment s'il y a par exemple beaucoup de jalousie excessive, de possessivité, etc. C'est vraiment pas chouette en fait. Donc voilà, les trust issues, donc les problèmes liés à faire confiance aux autres. Par exemple, tout le temps avoir des phrases en mode mais t'étais avec qui? T'es sorti faire quoi? Mais est-ce que t'es sûr que tu m'aimes vraiment? Je te crois pas, je te fais pas confiance. Enfin voilà, ce genre de phrases là. Trust issues, trust issues, trust issues. Personnellement, j'en ai aussi, mais j'essaie de pas les répercuter en fait sur les autres. Je garde tout en tête. Alors, ce n'est pas bien non plus, hein, parce que certes, je vais pas par exemple en parler tout le temps à ma partenaire, même si j'essaye, sauf que du coup en fait si je le fais pas, que je lui en parle pas parce que je me dis bah j'ai pas envie de lui faire du mal et de la saouler avec mes questions, mes problèmes et tout, bah ça va pourrir en moi, tu vois, ça va bien mariner en moi, je vais me poser mille et une questions, je vais me sentir mal et tout, et en fait bah c'est pas sain pour soi non plus. Donc voilà. Autre signe dont on a parlé, bah notamment pour les deuxièmes types de profils qui ont la phobie de l'abandon, mais c'est auto-saboter ses relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Je me suis rendu compte avec le recul que j'ai pu un peu faire ça des fois dans certaines relations où des fois je faisais des trucs, je savais que je le faisais pour que la personne elle se désintéresse de moi ou qu'elle ne m'apprécie plus autant, ou pour que ça énerve l'autre personne et qu'elle se dise bah je vais la quitter, alors que je voulais pas qu'elle me quitte, je voulais surtout pas qu'elle me quitte, mais enfin trop bizarre, je n'ai pas encore plongé plus dans ce pan là de ma vie, c'était il y a longtemps, mais je me suis rappelé de ça, enfin bref, faudrait que je creuse un peu ce sujet là, mais en tout cas voilà, c'est un des signes qui peut montrer qu'on a une phobie de l'abandon. Évidemment le sentiment d'insécurité dans les relations amoureuses, amicales, voilà, ne pas faire confiance, avoir l'impression que la personne va tout le temps nous quitter, enfin bref, voilà. La possessivité également. Ça, c'est pas quelque chose que je ressens perso. Je ressens de la jalousie, mais je pense que c'est de la jalousie entre guillemets saine. En fait, ça va me faire chier si quelqu'un drague ma copine. Ça va m'énerver. J'ai pas envie qu'elle s'intéresse à d'autres personnes et j'aurais pas envie qu'elle flirte avec d'autres personnes. Ça m'énerverait énormément de l'avoir flirté avec quelqu'un. En fait, ce sera un motif de rupture, c'est simple. Mais je ne pense pas être plus jalouse que ça. Enfin, je pense que c'est juste normal. Je me sens pas possessive envers elle, dans le sens où je vais me sentir mal ou menacée dans ma relation si elle parle à une autre fille ou une autre personne, ou voilà, enfin vraiment j'en ai rien à foutre. Donc perso je ne pense pas que ça m'atteigne. Je dirais que j'ai peut-être un peu plus ça en amitié. Et encore, la grande anxiété, voilà, avoir beaucoup d'anxiété, bon bah ça concrètement c'est le quotidien déjà de beaucoup de personnes, d'avoir de l'anxiété, mais notamment des gens qui ont la phobie de l'abandon. Et les scénarios catastrophes fictifs, donc ça j'en ai parlé, j'en avais beaucoup, bah j'en ai encore maintenant, hein. Mais j'en avais bah notamment quand j'étais enfant, là et que j'étais à deux doigts de sauter par la fenêtre parce que je m'étais dit mais en fait mon père il est mort dans un accident, il va jamais revenir et tout machin, et du coup il va y avoir le feu à la baraque, donc je saute de la fenêtre. On en rigole comme ça mais ça peut être très dangereux parce que là clairement il y avait une déconnexion totale avec la réalité qui m'avait mis en danger concrètement. J'étais en grand danger à ce moment-là. C'est pas la première fois que ça m'arrivait et ça m'arrive encore même à l'âge adulte. Et ça je pense que c'est exacerbé encore une fois par mon trouble borderline parce que des fois lié à beaucoup d'anxiété on peut avoir des symptômes de paranoïa quand on est borderline et donc déconnexion avec la réalité et donc danger. Voilà, danger. Scénario catastrophe, concrètement, ça m'arrive tous les jours, constamment. Et c'est aussi pour ça que je m'entoure tout le temps de musique. Je fais toujours en sorte de n'être jamais dans le silence parce que si je suis qu'avec moi-même et mes pensées, très souvent, et en fait je pense c'est même 99% du temps, je suis en mode scénario catastrophe. Ma copine n'est pas là, elle va avoir un accident de moto sur la route en rentrant du taf, il va se passer ci, il va se passer... Enfin, mais des folies. Les soirs, je m'endors très souvent en imaginant ma copine me tromper. Bref, pour parler de quelque chose d'un peu moins drôle, parfois, dû à cette phobie de l'abandon, ça peut nous faire tomber bien bas, et notamment dans certaines relations que l'on peut vivre, on peut être capable de tout accepter, de tomber en vraiment malade, de tomber dans les addictions et tout ce genre de choses. J'avais trouvé sur internet une phrase qui disait que les gens qui ont la phobie de l'abandon ont une plus grande perméabilité aux addictions, aux troubles dépressifs et aux troubles du comportement alimentaire. Et il me semble que c'était une psychologue qui disait une personne qui a peur d'être abandonnée peut tout accepter, y compris les violences physiques et psychotiques. Et c'est vrai que les personnes qui ont cette phobie de l'abandon, bah ils sont beaucoup plus vulnérables aux personnes manipulatrices, par exemple aussi aux pervers narcissiques. On utilise souvent ce mot à tort et à travers, mais voilà, c'est un diagnostic qui existe malheureusement et dont les personnes qui ont une phobie de l'abandon peuvent être facilement victimes, car en fait c'est le mélange parfait. Quelqu'un qui a une phobie de l'abandon et qui ne veut absolument pas se faire quitter va potentiellement aller vers des relations où les gens ont beaucoup d'emprise sur eux parce que ils se disent cette personne-là, ok, elle va me faire du mal, elle va potentiellement me créer des violences physiques, mentales, etc. Mais
elle fera tout pour ne pas me quitter, elle veut pas me quitter, elle a besoin de moi. Et pourquoi cette personne-là en face, elle a besoin de la personne qui a de la phobie de l'abandon? Parce que c'est une personne qui potentiellement est pervers narcissique, a besoin de manipuler quelqu'un, d'avoir l'ascendant sur quelqu'un. Il y a des personnes qui peuvent être juste malveillantes, voilà, qui ont ce besoin-là. Et donc en fait, c'est un peu le mélange parfait, c'est le binôme parfait parce que l'un a besoin de l'autre, mais sauf que c'est super toxique, c'est super malsain, ça ne fait du bien à personne. Mais malheureusement, les personnes qui ont cette phobie-là peuvent en arriver à ce point-là pour ne pas se faire quitter. Tu peux en arriver à préférer te faire violenter plutôt que te faire quitter. Parce que pour toi, c'est tellement une peur énorme que tu préfères subir tout plutôt que ça, quoi. Et donc, je fais partie du truc, quoi. Clairement, ça m'est arrivé aussi de tomber sur des relations, notamment amicales, où c'était des personnes qui avaient énormément d'emprise sur moi, où j'étais capable de dire oui à tout, même quitte à ce que ces personnes me fassent beaucoup de mal, en fait. Et je pense que c'était des personnes, après en avoir parlé, notamment avec des personnes qui sont dans le domaine psychologique qui avaient des profils très narcissiques et donc forcément on était le binôme parfait, elle et moi, parce que moi phobie de l'abandon etc et elle profil narcissique, donc c'est très compliqué. Je suis tombée évidemment lors de ces relations-là, mais aussi avant, lors de cette relation-là, parce que c'est vraiment avec une personne que ça m'est arrivé, tomber dans des addictions, des TCA, dépression, etc., donc vraiment l'exemple type, quoi. Bon, c'est bien beau, on a parlé de long, en large, en travers. Qu'est-ce que ça faisait de vivre avec cette phobie de l'abandon-là, depuis l'enfance à l'adolescence jusqu'à la vie adulte? Mais concrètement, comment on fait pour s'en débarrasser? Déjà, est-ce que moi, je m'en suis débarrassée? Non. Non, je m'en suis pas débarrassée. Après, ça s'est énormément amélioré. J'ai beaucoup moins de perte de contact avec la réalité quand je suis confrontée à cette phobie-là et que quelque chose me la trigger. J'ai beaucoup moins, voire même plus, en tout cas en ce moment, de crises d'angoisse liées à cette phobie-là. Donc voilà, en vrai, ça s'est énormément amélioré. Et comment j'ai fait? Eh bien tout simplement, j'ai fait de la thérapie, voilà. Alors, après, la thérapie, c'est pas forcément l'outil obligatoirement nécessaire, mais ce que j'ai fait en thérapie, c'est que j'ai beaucoup travaillé ma confiance en moi. Alors déjà, en thérapie, j'ai traité mes traumatismes qui ont pu déclencher cette peur-là et plein d'autres choses autour. Ça m'a évidemment énormément aidée, mais je crois que le plus gros travail lié à ma confiance en moi, je l'ai fait en dehors de la thérapie en vérité. Et pour cela, vous n'avez pas besoin du coup de thérapie pour travailler votre confiance en soi. Moi, j'ai fait plein de choses. Déjà, j'ai viré cette amitié très toxique que j'avais parce que je me rendais compte que ça me bouffait, que en fait j'en avais pas besoin pour vivre, que ça allait aller. J'avais rencontré de nouvelles personnes en plus et je m'étais bien rendu compte que sans elles je me portais largement mieux et que ça irait quoi qu'il arrive, même si je me retrouvais sans amis, sans elles je serais quoi qu'il arrive mieux. Je n'irais plus mal, je n'aurais plus besoin de me faire du mal, de me sentir mal, etc., de tout donner à une personne qui en a rien à foutre de toi, et qui te crache à la gueule en plus, voilà, parce que c'est un peu de ça qui s'est passé. Déjà, virer cette personne-là de ma vie, ça a été, je pense, l'épine du pied qui sort en fait. Vraiment, c'est... En fait, je me suis sentie comme un peu dans Kirikou, la sorcière, à qui on lui enlève l'épine de son dos. Voilà, je me suis sentie revivre après ça, mais premier degré, ça a changé ma vie. Ça a fait un shift, mais à 180 degrés dans ma vie. Et donc, suite à ça, j'ai pu énormément travailler ma confiance en moi et me rendre compte en fait que j'étais une personne incroyable. Voilà, que j'étais belle, que j'avais le droit d'avoir confiance en moi, que j'étais intéressante, intelligente, une vraie businesswoman, que voilà, j'étais super forte, que j'avais d'être ça en fait, de long en large et en travers, et que c'est pour ça que cette personne-là me faisait du mal, parce que je représentais peut-être ce que elle n'arrivait pas à être, ce que elle enviait de moi, mais qu'elle n'arrivait pas à avoir, parce que tu ne peux pas reproduire. Même si tu donnes tous les efforts du monde pour copier quelqu'un et reproduire ce que fait quelqu'un, tu ne pourras jamais être ce quelqu'un-là. Parce que, de fait, tu n'es pas cette personne-là, tu es une autre personne et c'est à toi de briller de ta façon à toi. Et donc, moi j'ai ma façon de briller, j'ai ma façon de vivre, j'ai ma façon d'être et j'en suis très fière et c'est me rendre compte de ça qui m'a fait énormément de bien. J'ai aussi appris à prendre beaucoup plus soin de moi et ça j'en ai parlé dans ma vidéo Glow Up et je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là si vous voulez apprendre à avoir plus confiance en vous. C'est le truc que j'ai fait tout ce que je raconte dans cette vidéo-là, c'est exactement ce que j'ai fait pour... vraiment passer de là à là dans mon estime de moi-même. J'ai encore du chemin à parcourir, mais j'ai déjà traversé une énorme partie du chemin que j'aurais dû faire depuis bien longtemps, que je n'avais jamais pu faire en fait, parce que pour plein de raisons, et notamment ces relations-là. Et aussi, évidemment, du coup, la thérapie, ça m'a quand même bien soulagée, et notamment rassurer mon inner child, voilà, rassurer mon enfant intérieur que non, on ne va pas m'abandonner, que je ne serai jamais toute seule puisque je suis là pour moi-même et que c'est amplement suffisant. Alors après, on a besoin évidemment d'interaction sociale, de ci, de ça, mais je suis là pour moi, je prendrai toujours soin de moi, je me mettrai toujours en priorité et j'ai des gens qui sont là pour moi autour de moi, je pourrai toujours demander de l'aide à quelqu'un, je ne serai jamais 100% seule et cet enfant que j'ai à l'intérieur de moi doit être rassuré car
je ne serai jamais complètement abandonnée et seule. Ça n'arrivera pas. Je pense que j'en ai fini pour cette vidéo. Ma petite amie, mon amoureuse, vient de rentrer et j'ai très envie d'aller la voir. Et j'ai d'ailleurs aussi fini tout le script que j'avais écrit. Donc c'est une fin de vidéo, mais si jamais vous avez d'autres questions par rapport à ce sujet-là de la phobie de l'abandon, que vous avez besoin d'aide, de conseils, de peu importe, il y a les commentaires pour ça, je réponds toujours aux commentaires, donc n'hésitez pas à partager votre expérience, poser toutes vos questions, etc. en commentaire, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. N'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok, je suis extrêmement active en ce moment, ça me ferait plaisir que vous alliez voir mon compte TikTok et aussi mon compte Instagram. Je remercie encore une fois évidemment la marque Pomelo & Co d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous fais de gros bisous en attendant la prochaine vidéo.